On a sacralisé l'individu de façon inadaptée par rapport aux besoins des personnes, particulièrement vulnérables. Donc ce décalage fait qu'un certain nombre de lois et de textes ont été conçus pour un individu sacralisé, auquel il faut en permanence déroger pour répondre aux besoins de la personne. Et finalement, l'administration, le médecin, au cours de consultation, va t'obliger à déroger aux droits de l'individu pour parler en son nom, pour usurper une place qui normalement ne t'est pas dévolue, qui est de dire au médecin, voilà ce que ma mère m'a dit, voilà comment elle réagit, voilà où est-ce qu'elle m'a dit qu'elle avait mal, voilà, elle ne veut pas aller à l'hôpital. C'est-à-dire, voilà, autant sur le plan médical, on te donne un diagnostic dans la maladie d'Alzheimer, dans les recommandations, il est recommandé de donner le diagnostic aux proches si le malade ne s'y oppose pas. Peut-il s'y opposer? Peut-il donner son accord? J'en sais rien. Et dans le champ du droit social, c'est l'administration qui t'oblige et qui te donne l'ordre de déroger à ce devoir de discrétion et de respect des droits de la personne. Qui a donc les députés qui ont, par exemple, donné un certain nombre de règles dans le cadre de l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie, qui font que tout le monde a fait semblant de croire que c'était la personne elle-même, âgée de plus de 60 ans, ayant besoin d'aide à domicile, qui allait elle-même demander l'APA, répondre aux questions de l'évaluateur ou de l'évaluatrice, mettre en œuvre son plan d'aide. Tout le monde a fait semblant de croire ça. Or, mes chiffres, je crois que c'est l'ordre de grandeur, 70% des APA, aide personnalisée d'autonomie, sont donnés pour perte d'autonomie pour raison cognitive, pour déficit cognitif. Donc, il est évident, c'est extraordinaire, il est évident qu'une personne qui souffre de déficit cognitif de type Alzheimer ou autre maladie neurodégénérative, quand on voit la complexité de la loi et des droits sociaux de l'APA, c'est incroyable. Le feu Philippe Séguin avait baptisé l'APA d'usine à gaz. C'est d'une extrême complexité. Vous devez faire une demande, une démarche de demande. Et dans cette demande, il faut fournir des renseignements financiers sur vos revenus et sur votre capital. Et puis, après ça, il y a un enquêteur ou une enquêtrice qui va venir vous poser des questions chez vous à domicile avec des grilles d'évaluation qui sont extrêmement complexes. Et puis, à la suite de cette évaluation, on va vous proposer un plan d'aide. Alors, le plan d'aide, en fonction de votre revenu, vous allez devoir en payer vous-même une partie ou pas, selon vos revenus. Je sais pas si... Il faut mesurer l'incroyable complexité de cet engin-là. Et puis, une fois que vous avez signé vous-même, soi-disant, votre plan d'aide, il faut que vous le mettiez en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez une auxiliaire de vie, une aide ménagère, une association de maintien à domicile qui va venir concrètement mettre en œuvre ce plan d'aide. Quand on fait le bilan de tout ça, c'est une démarche d'une complexité folle et avec, bien évidemment, des personnes vulnérables ayant des difficultés de mémoire, de raisonnement, de projection dans l'abstrait et dans l'avenir, c'est bien évidemment extrêmement difficile d'imaginer que l'on puisse répondre à la complexité de cette usine à gaz. Donc, moralité dans les faits, eh bien, s'il y a un conjoint pas trop âgé lui-même, pas trop fatigué lui-même, qui ne se perd pas trop dans l'usine à gaz,
c'est le conjoint qui va assumer un certain nombre de responsabilités et de décisions et qui va signer. Et si c'est une personne qui vit seule chez elle, eh ben ça va être 9 fois sur 10 la fille qui va mettre en route les papiers, qui va mettre en route la demande auprès du centre communal d'action sociale, qui va essayer d'être là le jour du rendez-vous d'évaluation pour répondre aux questions de l'infirmière ou de l'assistante sociale qui vient évaluer les pertes d'autonomie de la personne. Le problème, c'est que pour répondre d'abord, ne serait-ce que pour mettre en route la procédure et répondre à la demande simplement de déposer la demande d'appât, eh ben, il faut accéder à un certain nombre de documents qui sont en particulier les documents financiers, le montant des retraites complémentaires, la déclaration d'impôt, et puis éventuellement les papiers de la maman ou du papa sur ses titres de propriété, sur qu'est-ce qu'elle a hérité de son grand-père directement parce qu'il s'est passé en fait un drame avec son père, enfin voilà. Et donc pour répondre aux exigences de l'administration, eh bien la fille ou le fils, il va devoir explorer des terres complètement inconnues au sein de l'intimité familiale, même quand on est très proches les uns des autres, qui est l'histoire de vie. L'histoire de vie et l'histoire de portefeuille de la personne vulnérable qui a besoin d'être aidée dans sa perte d'autonomie. Alors on va se mettre à farfouiller. Alors il y a quelquefois des gens âgés extrêmement organisés, qui ont préparé des dossiers. Ils n'ont pas parlé à leurs enfants, mais tous les dossiers sont bien rangés, bien classés, étiquetés, et on sait où on doit aller chercher les infos. Mais très sincèrement, le plus souvent, comme personne ne s'imagine éventuellement vieux ou malade ou même mourant dans pas longtemps, en général, on ne fait pas ça. On ne prépare pas ça, on n'anticipe pas du tout le fait qu'on risque d'être vulnérable ou qu'on risque d'être très malade. Et ce qui fait que les enfants, ils partent à la nage, ils partent à la recherche, ils se mettent à ouvrir les armoires, ils se mettent à ouvrir les cartons, ils se mettent à ouvrir les tiroirs pour farfouiller. Et puis ils tombent sur ce qu'ils peuvent. Et puis parfois, ils tombent sur des choses très bouleversantes, des pans inconnus de l'histoire des familles, des pans parfois magnifiques, mais parfois très douloureux ou très destructeurs. En tout cas, quel que soit ce qu'ils découvrent pour répondre aux injonctions de l'administration, c'est un viol de l'histoire de la personne qui est vulnérable et qui ne peut pas accorder ce droit. D'ailleurs, très souvent, les personnes atteintes de déficit de type Alzheimer à domicile, quand ils surprennent leurs enfants tripoter leurs tiroirs, pillent des colères abominables. Et ce qui, en plus de ça, est très destructeur pour les enfants qui recherchent des infos pour l'administration. Parce que 9 fois sur 10, rien que leur tentative d'avoir demandé est-ce que tu peux me dire où se trouve ça, où est-ce que je vais trouver tel document, a généré chez la personne malade, vulnérable, des réactions extrêmement violentes très souvent. Il est vrai que culturellement, en France, les personnes, elles n'aiment pas qu'on touche, qu'on sache ce qu'elles gagnent, voilà. Et donc, moralement, on se retrouve souvent pour remplir des documents administratifs en train de violer les secrets, plus ou moins importants, plus ou moins essentiels, mais en tout cas, l'intimité d'un père et d'une mère, parce que l'administration, elle veut tel ou tel renseignement pour accorder ou refuser l'aide personnalisée d'autonomie. Donc c'est dans la conception même de cette aide qui a été faite par des législateurs qui voulaient faire semblant de croire, peut-être parce que ça les rassurait, que toutes les personnes qui allaient bénéficier de l'APA allaient être capables de gérer totalement et de dominer et de contrôler l'usine à gaz qu'ils étaient en train de mettre en place. Et puis de prendre des engagements, parce que
je cite quelque chose qui me frappe beaucoup aussi, c'est que, par exemple, une fois que vous avez signé votre plan d'aide, qu'il vous faut trouver une auxiliaire de vie à domicile, eh bien, on transforme, par exemple, juridiquement, des personnes âgées, malades, dont a été identifié qu'elles étaient en déficit cognitif, qu'elles souffraient de difficultés de mémoire et de raisonnement, on les transforme en employeurs. C'est absolument ahurissant. On les transforme en employeurs et les prud'hommes sont pleins de salariés qui, bien évidemment, se sont fait fiche à la porte sans respecter aucun des engagements des employeurs, des obligations légales du droit du travail, puisque ces pauvres dames de 82 ans malades d'Alzheimer, elles étaient bien devenues employeurs malgré elles sans le savoir, étaient bien incapables de répondre à des engagements. Mais ce qui est choquant pour moi, c'est que le principe de réalité, en ayant bien conscience que l'APA, l'aide personnalisée à domicile, est un droit de la personne, et le législateur l'a mis en place comme ça. Mais le principe de réalité, qui fait qu'on voit bien que les personnes, elles ne peuvent pas se gérer, encore moins être employeurs, encore moins organiser de façon tout à fait structurée leur plan d'aide. Eh bien, les conseils généraux, confrontés au principe de réalité que la dame n'était pas capable de le faire, deviennent automatiquement, et c'est ce qui est en marche actuellement, se sont autoproclamés tuteurs financiers de l'APA. C'est-à-dire que ce sont maintenant les conseils généraux qui payent directement, par exemple, des associations de maintien à domicile. La personne a été court-circuitée et le conseil général est devenu le tuteur de l'APA. C'est-à-dire que c'est lui qui décide quelle association va être payée directement. Si vous voulez changer d'association de maintien à domicile, il faut vous en demander l'autorisation préalable. L'origine du problème, elle est quand même dans ce désir irrationnel du législateur d'avoir conçu l'APA en faisant semblant de croire que toutes les personnes qui allaient la demander avaient toute leur tête. Voilà, je caricature un peu. Hein. C'est-à-dire, mais sincèrement, je crois que ça relevait de ça. Une espèce de... Cette notion, quand ça a été conçu, cette notion de perdre ses capacités intellectuelles, ses capacités de raisonnement, d'abstraction, était d'abord très peu mise en lumière, très peu, je dirais, répandue en dehors d'un microcosme. Et je ne sais pas, est-ce qu'il faut, on peut s'interroger, j'en sais rien. Est-ce que c'est le fait aussi que nos législateurs, nos hommes politiques sont des hommes? Donc, voilà, et c'est des hommes, on sait que c'est une particularité franco-française, et que ce sont rarement eux qui sont en première ligne de la vulnérabilité. Donc, avait-il une mauvaise prise de conscience des vrais enjeux de l'APA, de même qu'il y a eu erreur majeure sur le nombre, puisque quand l'APA a été créée, je crois, alors les chiffres n'ont d'intérêt que quand ils sont un raisonnement, là on n'est pas en train de faire de la statistique pure, mais je crois qu'on a dû atteindre en 1 an la montée en puissance qui avait été projetée en 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'il s'était planté complètement aussi sur la quantité de personnes vulnérables ayant besoin d'aide. Donc il y avait, je pense, au départ une erreur de conception liée à un aveuglement plus ou moins psychologique, je ne sais pas, voilà, mais une forme d'aveuglement. Il y a quand même eu pas mal de personnes qui ont dit quand même les vraies choses, mais ça ne sortait pas d'un microcosme. Donc la conception en elle-même. Et puis, ça relève vraiment de cette posture politique qui dit les droits de l'individu sont sacrés, c'est la personne qui doit... On retrouve cette même posture dans la loi sur le droit du patient qui dit en long, en large et en travers que
on doit obtenir l'accord éclairé du patient. Et dans la vraie vie, on voit bien que ça se heurte souvent au problème, justement, en particulier de la vulnérabilité psychique et décisionnelle des personnes atteintes de pathologies dégénératives dès qu'elles sont un tant soit peu un peu évoluées. Et pourtant, on n'a pas arrêté de proclamer partout l'accord éclairé, un peu de façon incantatoire, comme si ça allait nous protéger de perdre la tête, quoi. Alors, du coup, on n'a rien anticipé, parce que tout ça est parfaitement... Enfin, on peut trouver des réponses, on peut trouver des solutions, à condition d'y avoir pensé avant. D'avoir été informé qu'il existe, par exemple, le mandat de protection future. Si personne ne vous le dit, si les pouvoirs publics ne jouent pas leur rôle d'information de ces possibilités qui sont légales, offertes aux personnes en pleine possession de leurs moyens, de dire s'il m'arrivait quelque chose, j'ai les moyens d'indiquer ce que je veux, mais personne n'en parle, ça ne se sait pas, ça ne se répond pas. Voilà. Désigner à l'avance une personne de confiance, il n'y a pas besoin d'être arrivé déjà dans un lit d'hôpital pour le faire. On peut parfaitement le faire en bonne santé, etc. Donc, on ne s'est pas donné les moyens, et les pouvoirs publics ne se sont pas donné les moyens à l'avance de rendre les personnes majeures, c'est-à-dire capables de dire de façon consciente et volontaire et éclairée, voilà ce que je voudrais. Donc du coup, on s'est mis à parer les coups. Quand les coups ils sont arrivés très vite. C'est qu'est-ce qu'on fait pour un patient qui donne son accord éclairé alors qu'il est atteint d'une maladie neurodégénérative du cerveau qui le rend incapable de se projeter dans un avenir qui ne va pas pouvoir comprendre tous les mots qu'on va lui expliquer. Il va falloir lui réexpliquer, parce qu'il y a un oubli au fur et à mesure des explications. Alors on doit lui expliquer d'accord, mais dire qu'il est éclairé, son accord, c'est déjà beaucoup plus... ça aboutit aussi, cette espèce de vision utopique, où il réalise, ça aboutit aussi à tout le problème du statut juridique du patient Alzheimer, dont on voit bien que tout le monde se bute et se cogne comme un papillon sur un abat-jour, parce que... quand est-ce qu'il peut dire oui, quand est-ce qu'il peut dire non, dans quelles conditions favorables on l'a placé dans la vraie possibilité d'exprimer un avis le plus clairement possible, et quand est-ce que, selon les conditions environnementales, en réalité, il est incapable de le donner, cet avis. Donc tout le monde a joué à cache-cache, je dirais, quelque part, avec l'accord éclairé, le plan d'aide signé par la personne qui veut de l'aide à domicile, tous ces espèces de faux semblants, parce qu'on n'a pas réfléchi avant. Et quand tout le monde s'est retrouvé le nez contre le mur de l'incapacité de la personne à répondre à la complexité administrative, à répondre à la complexité des documents, etc., eh ben, tout le monde s'est mis à jouer, à se substituer avec plus ou moins de bonne conscience. Donc on a dit aux enfants, eh ben, remplissez les papiers, fouillez les armoires, signez pour. Et puis l'administration s'est arrogé le droit de signer d'envoyer du personnel à domicile, de mandater une association de maintien à domicile pour accompagner, en passant par-dessus la tête de la personne, au nom de l'intérêt supérieur de la personne, dans l'usurpation de fonction. Parce que, moi, il me semble, à partir, par exemple, d'une évaluation par une infirmière ou une assistante sociale qui dit « Madame Untel, chez elle, je suis allée la voir, j'ai vu ses difficultés par rapport à mon questionnaire d'évaluation, j'ai vu ses difficultés à comprendre mes explications, j'ai vu son environnement matériel et humain, elle n'est pas en aptitude de signer en connaissance de cause ce que je lui demande, donc je n'ai pas le droit de me substituer à elle et de m'auto-proclamer substitut de tuteur. Donc je n'ai qu'un seul devoir en tant que professionnel du soin ou professionnel social, c'est de signaler à la juridiction
qu'il y a une situation de vulnérabilité, de demander au juge de se prononcer sur qui va prendre les décisions pour cette personne vulnérable. Or, tout le monde fait semblant, tout le monde fait joyeusement semblant, et on a une démarche légale qu'on connaît très bien et que personne n'exécute. On a des moyens d'anticiper, c'est la personne de confiance, c'est le mandat de protection du futur, eh bien c'est pas présenté, c'est pas informé, c'est pas éclairé. On aurait les moyens, alors par rapport aux juges, enfin je crois que tout le monde a bien conscience que les juridictions sont noyées, effondrées, n'ont plus les moyens de répondre, etc. Donc effectivement on peut s'interroger pour savoir si là aussi tout le monde a fait bien soigneusement semblant de fermer les yeux pour ne pas suraccabler les juridictions de tutelle de ce qu'elles ne pouvaient pas fournir. Mais il y en a encore, je suis désolée, mais éthiquement, c'est vraiment pas satisfaisant. Il y a, voilà, il y a un détournement, une usurpation des droits qui est faite 99 fois sur 100, à mon avis, dans l'intention de mieux servir la personne vulnérable. Et puis de temps en temps, il doit bien y avoir des dérapages. Hein. Et ce 1%, enfin, le chiffre étant tout à fait pifométrique, les dérapages, eh ben, c'est que quand on est un usurpateur, où est-ce que je place ma rigueur, où est-ce que je place mon devoir de protection, où est-ce que je mets la barre de mes obligations, qui me contrôle, voilà, et ben là on rentre dans la subjectivité, la fluctuation, je pense que voilà, la personne vulnérable à ce moment-là, on ne peut plus rien lui garantir. On est étrangement face aux personnes vulnérables et surtout psychiquement vulnérables dans un tout ou rien systématique, une espèce de volonté de tellement simplifier que c'est blanc, c'est noir, c'est oui, c'est non. Or, en particulier dans ces maladies-là, la frontière, il y a des domaines où la personne, elle va garder prodigieusement des compétences et perdre d'autres très tôt. Il y a des gens qui vont pouvoir être facilement stimulés pour redonner à la personne des possibilités, alors que d'autres, on va pouvoir ramer et puis on n'y arrivera pas. On est dans le domaine de la finesse, d'appréhender. Est-ce que nous-mêmes, nos malades, enfin dans l'hypothèse où on n'est pas malade, ce qui n'est pas démontré, en tout cas pour moi, est-ce que nous-mêmes, nos malades, nous pouvons dire que nous sommes tout le temps complètement autonomes, décisionnaires, que nous n'agissons pas de temps en temps de façon impulsive, sur un coup de cœur, sur un coup de blues, sur voilà. Bien évidemment, personne n'est rationnel en permanence. La seule différence, c'est que ces personnes atteintes de ce type de maladie, Alzheimer, apparentée neurodégénérative, elles sont beaucoup plus que les autres. C'est la même chose que nous, mais en pire, en plus, à la puissance 10. Elles sont plus vulnérables, elles vont plus facilement être dans la logique, c'est le dernier à parler qui a raison. Elles vont plus facilement être, mais on me dit dans 8 jours, dans un mois, c'est quand? Là, la perte des repères dans le temps, c'est spécifique de ce type de maladie. Donc, elles sont... Alors, à partir de quand ça nous fait tellement peur qu'on fait semblant de croire que la dame, on va attendre qu'elle soit complètement ratatinée par sa maladie pour demander une tutelle, alors que ça fait très longtemps qu'on s'aperçoit dans les conversations qu'elle confond les francs et les euros complètement. Par exemple, qu'elle est incapable de savoir où elle en est sur son compte et de faire une soustraction où en est mon solde, qu'elle est incapable de signer au bon endroit un chèque et qu'on va faire semblant de se rendre compte absolument pas de ça et qu'on va la transformer, ce que je disais tout à l'heure, en employeur qui va signer un contrat de travail. Quand on sait la complexité de la protection des salariés, si on veut s'en séparer, il faut obéir à un certain nombre de procédures qui sont très strictes. Est-ce que cette dame sait même que quand elle va mourir,
Son salarié, ça sera aux enfants de la licencier. Le fait qu'elle meure ne dénoue pas le contrat de travail. Il faudra que les enfants règlent ça aussi. Donc, c'est très complexe. Je pense qu'il y a une bonne part d'inconscience, d'envisager un monde qui fait peur. C'est ce monde de la fragilité intellectuelle, de la vulnérabilité intellectuelle qui fait que on se berce, on a envie de se bercer d'illusions. Donc un malade d'Alzheimer débutant, c'est bien connu, il a toutes ses capacités. Ce qui n'est pas vrai sur certains plans du tout. Il a toutes ses capacités, c'est défini comme ça, c'est un malade débutant. Donc il sait tout. Et puis la dame qui est selon les techniques d'évaluation, en GIR2, elle ne sait plus rien. Elle ne peut même plus dire si elle préfère le camembert et le yaourt. Voilà, donc on est dans cette logique. Alors est-ce que c'est aussi notre culture un peu cartésienne, là où 2 et 2 ça peut faire que 4 et pas 4,2 j'en sais rien, c'est un mélange de tout, je pense. Et puis associé au fait qu'effectivement, dès qu'on commence à ouvrir les portes de la vulnérabilité, on accède à ce moment-là à l'immense complexité, à des besoins de plus en plus fins, de plus en plus respectueux, de plus en plus partagés, parce que, par exemple, 9 fois sur 10, les décisions, elles sont prises par une seule personne. Qu'elle soit la fille ou que ce soit l'assistante sociale du conseil général, c'est une personne. On se rend bien compte qu'en réalité, dans la vulnérabilité, c'est toujours les regards partagés à plusieurs qui permettent de s'approcher au mieux des vraies choses, des vrais besoins, des vraies personnes. Et 9 fois sur 10, ça serait que dans la solitude. Parce que mettre plusieurs personnes, plusieurs regards, les faire se rencontrer, se coordonner, ça coûte cher. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte... voilà, donc je crois que c'est des enjeux qui ont couru tellement plus vite que ne couraient le législateur et l'argent, tout bêtement, hein, les moyens. Ça fait que tout le monde ment, se substitue, jongle un peu, zigzague et fait des compromis avec ses droits et ses non-droits, en ayant toujours dans l'idée, j'ai ma bonne conscience. Pour moi, je fais au mieux. Parce qu'on en a parlé récemment avec l'arrivée du froid, par exemple. Nous, avec le SAMU social, les personnes sans domicile fixe qui couchent dans la rue, l'arrivée du froid, c'est des patrouilles, c'est toujours inscrit dans la logique. J'essaye de vous convaincre que vous êtes en danger, que vous devez faire quelque chose pour vous protéger, comme rejoindre un centre d'accueil, mais individu sacré parce qu'individu, vous restez juste toujours maître de votre vie et de votre mort. J'essaye de vous inciter parce que je pense que c'est bon pour vous, mais je ne vous oblige à rien. On est toujours dans la logique de l'individu et de la décision sacrée de l'individu. Alors que nos voisins anglo-saxons, nord de l'Europe, Allemagne, etc., eux, ils sont cartésiens, mais dans un autre sens. C'est en dessous de telle température, on met à l'abri, parce que sinon la personne va mourir. Voilà, donc on a chacun son cartésien. Hein. C'est vrai qu'on est plutôt là, en l'occurrence, sous peut-être effectivement la sacralisation de l'individu portée au-dessus de tout entraîne peut-être une défaillance du devoir d'accompagnement en situation extrême de danger et vulnérabilité. Aux limites. Dès qu'on touche les limites de la vulnérabilité, les limites du danger, les limites des capacités, est-ce qu'on peut dire à un enfant de 3 ans, tu mettras ton manteau ou tu ne le mettras pas, c'est toi qui choisis, il fait -10 et choisis ce que tu veux. Bouf, d'accord.
On s'interroge, hein, et pourtant c'est bien un individu, un enfant. Il est bien une personne à part entière. Le fait qu'il soit un jeune enfant n'a rien à voir avec le fait qu'il est une personne. Euh, voilà. Et quand commence le paternalisme ou le maternage et quand doit-il s'arrêter? Je pense que c'est tout l'intérêt et le travail du questionnement éthique et de confronter plusieurs regards, plusieurs points de vue, plusieurs approches pour nous permettre, non pas avec orgueil de croire qu'on a la réponse, mais de tendre humblement vers une meilleure réponse. Ce qui me frappe, c'est que l'éthique, c'est justement la confrontation des regards. Or, 9 fois sur 10 aujourd'hui, c'est souvent des choix et décisions d'une personne. Et c'est en cela peut-être qu'on a loupé quelque part le coche ou qu'on a loupé qu'on a loupé une maturation et une information et une communication adaptée vis-à-vis des personnes citoyens en risque de devenir responsables un jour, demain ou dans 5 ans, ou dans 20 ans, responsables d'une personne vulnérable. On n'a pas du tout préparé notre société à cette vulnérabilité. Et au nombre de personnes qui le sont ou qui le seront. On n'a rien anticipé, quoi. En termes d'éducation citoyenne, en termes de formation professionnelle aussi. Et on voit bien qu'on court toujours après quelque chose qui arrive trop tard, quoi. Et ça, c'est assez frappant peut-être un peu de ce mode de fonctionnement français. Je donne un exemple, le statut juridique du malade Alzheimer en unité protégée. C'est un grand point d'interrogation depuis longtemps qu'on essaie de décortiquer, de la place sur qui décide, qui commande, qui dit Monsieur Dupont, Madame Durand, elle ne peut plus rester comme ça parce qu'elle se met en danger. Donc on va, à l'intérieur de l'établissement d'accueil, on va la mettre dans une unité protégée, dans laquelle elle pourra sortir, rentrer, sortir, mais elle ne pourra sortir qu'accompagnée. Elle ne pourra pas le faire toute seule. Et bien des trucs extraordinaires. Par exemple, il y a un point de vue qui est de dire, en unité protégée hospitalière, comme ce sont des médecins qui en prennent la décision, eh ben c'est obligatoirement la bonne. Et il n'y a pas de compte à leur demander parce que ce sont des médecins. Donc le malade est mis en unité protégée sur décision médicale, ça suffit pour que la décision soit la bonne. En EHPAD, c'est-à-dire établissement médico-social et non pas établissement sanitaire, et bien tout d'un coup, dis donc, le directeur, comme s'il n'y avait pas de médecin. Je veux dire, en EHPAD, il y a un médecin coordonnateur, il y a un médecin traitant, d'accord? Il y a aussi 2 médecins. Est-ce que le diplôme de médecin en EHPAD serait un sous-diplôme et une sous-qualification par rapport à un diplôme de médecin hospitalier? Enfin, quelque part, c'est très gênant. Et bien pourtant, c'est un peu ce qui s'est véhiculé. On ne se pose pas la question à l'hôpital puisque c'est des grands docteurs. Et puis, on n'est pas de là, on va se la poser la question. Voilà, donc tout ça respire quand même la subjectivité et l'absence d'anticipation. Mais de la société, pas d'anticipation du malade lui-même, d'absence d'anticipation de la société. Anticiper, prévoir, organiser, mieux savoir, mieux répondre, partager des regards, ça relève quand même du champ, si on parle que des professionnels, du champ de la formation. C'est avec la formation initiale, continue, la formation au questionnement éthique, ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit devenir des grands philosophes, mais rien que se poser des questions et de se poser des questions à plusieurs, je suis profondément convaincue que c'est un outil de l'amélioration de cette prise en considération anticipée d'un certain nombre de choses.
ça ne peut que faire que progresser et d'améliorer. Là où je suis très embêtée, pour ne pas dire inquiète, c'est sur les termes formation des aidants familiaux. Je dis bien, c'est le mot formation qui me gêne. C'est pas le contenu, puisqu'en l'occurrence, c'est France Alzheimer met en œuvre, chacun dans son département, avec un accord un cofinancement de la CNSA. Nous avons mis en œuvre, par exemple, beaucoup d'associations, presque toutes. Hein. On doit en être aujourd'hui à 250 ou 300 formations réalisées. Ce n'est pas le contenu. Hein. Le contenu, je pense sincèrement qu'il est un vrai plus. Un vrai plus pour permettre aux familles de rester à leur place. Le conjoint restant un conjoint, la fille restant une fille, de rester à sa place en tant que telle, mais justement de s'appuyer sur des professionnels pour que ce soit des professionnels qui fassent un certain nombre d'actes qui ne doivent pas relever d'un membre de la famille. L'exemple le plus frappant, c'est la fille qui lave sa mère, par exemple, ou qui lave son père. Voilà, mais il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à accepter de déléguer. Donc, c'est le contenu des formations. Il me semble qu'il ne peut être que bénéfique pour les familles. Ce qui me contrarie beaucoup, c'est le mot formation. Parce que le mot formation, il a intrinsèquement une connotation professionnelle. Et donc, ça veut dire quelque part essayer encore une fois de mentir en faisant des aidants familiaux un substitut, en lui donnant des armes pour se croire un substitut de professionnel. Ce qui risque de l'enfoncer. C'est-à-dire qu'au lieu que la formation lui serve justement à développer ses regards pluriels de partenaires de professionnels pour mieux accompagner et soigner le proche malade, on risque très fortement de le faire s'enfoncer dans une solitude, l'instituant substitut de professionnels soignants. Voilà. Et puis le mot formation, alors c'est très, je dirais, c'est très vicieux, hein, parce que ça va jusqu'à, on le voit dans le champ du handicap, mais on l'a vu aussi dans le champ des personnes âgées. C'est par exemple de dire, vous avez aidé votre mère dans sa maladie, vous avez aidé votre enfant handicapé pendant 20 ans dans sa maladie ou dans son handicap, et bien maintenant on va vous faire un petit coup de validation de l'expérience. C'est-à-dire que l'aidant familial, on peut lui proposer quelque part de mettre des petits coups de tampon, mais dire voilà, ben vous avez toute une partie concrète, pratique, vous l'avez faite, et avec un peu de quelques heures de théorie, vous aurez même un diplôme, dis donc. Et quand votre proche malade ou handicapé sera décédé, ben vous pouvez vous reconvertir professionnellement, là en l'occurrence, de façon authentique, comme professionnel de l'aide. Voilà, donc on reste étonnamment dans ces sables mouvants où les mots ont le même sens, mais pas tout à fait le même sens, et avec des bonnes intentions. Je redis que je suis profondément convaincue que l'information soutient, les deux mots étant indissociables, l'information soutien des aidants familiaux contribue incontestablement à une meilleure qualité de vie pour le malade, une meilleure qualité de vie pour l'aidant, la mise en place de meilleurs de partenariats plus respectueux des différents intervenants, etc. Donc c'est incontestablement quelque chose à faire et à développer. Mais les mots sont piégeux. Les mots sont vicieux. Ils peuvent, avec des mots inappropriés, favoriser comme ça, plus ou moins en permanence, la confusion des rôles, la confusion des sens, la confusion des responsabilités, qui me paraît, conscient, inconscient, je ne m'autoriserai pas
à, à émettre un jugement, mais c'est vrai que cette confusion incitant des aidants familiaux gratuits à exercer des fonctions à la place de, en substitut de, dans ces sables mouvants dont je parlais, bah, c'est quand même une sacrée économie financière. Mais là, je parle finance, quoi. Quand c'est la fille qui nourrit sa mère à un stade évolué, qui fait des fausses routes, cavale de travers, si on ne forme pas la fille, la maman va faire régulièrement des séjours à l'hôpital avec des infections pulmonaires, ce qui coûte très cher à la sécurité sociale, à l'assurance maladie. Mais si on forme la fille à faire boire et manger correctement sa maman qui fait des fausses routes, c'est la fille qui fait tout le boulot et maman va plus à l'hôpital. Maman, elle a gagné en qualité de vie, hein, c'est clair. L'hôpital a gagné, la sécurité sociale a gagné en diminution des dépenses de santé. Est-ce que la fille a vraiment gagné quelque chose dans ses responsabilités qui devraient être celles de rester la fille de sa maman? Voilà, j'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de questions.